Te jette dans le grand bain et apprends à nager. Le but n'est pas tant de générer de l'argent, plutôt de servir bien commun, un peu plus social. C'est toute cette partie humaine qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat. Mon père était pompier de Paris, j'ai baigné dans ce milieu du secourisme. En tant qu'entrepreneur, on subit aussi des échecs. Je perçois moins l'échec, je suis un peu plus dans le déni. On a des croyances limitantes malheureusement. Le panneau solaire fonctionne moins quand il y a trop de soleil, et d'où le stockage. L'énergie fait tourner le monde. Mais qui fait tourner l'énergie ? Bienvenue sur Courant, le média qui fait parler de ceux et celles qui construisent l'énergie. Le média qui part à la rencontre de celles et ceux qui construisent l'avenir énergétique. Entrepreneurs, dirigeants, experts, personnalités politiques, investisseurs, industriels, élus, innovateurs. Nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui imaginent, financent, développent et déploie les solutions qui façonnent le monde de demain. Parce que derrière chaque projet, chaque innovation et chaque décision, il y a des parcours, des convictions, des succès, des échecs et donc des enseignements qui méritent d'être partagés. Notre mission est simple, rendre l'énergie plus compréhensible, plus accessible et plus humain. Je suis Fabien Pasco, bienvenue sur Courant. Et voici leur histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur le média Courant. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel que j'adore, franchement, Valentin. Une personne qui a créé quelque chose qui a du sens dans les énergies. Et c'est pour ça que je tenais absolument à l'inviter aujourd'hui au podcast pour partager son aventure, pour partager ses expériences, sa création aussi. Il a créé une entreprise qui va vous expliquer ce que c'est. Et je vais le laisser se présenter parce que c'est mon habitude dans le podcast de laisser mes invités à se présenter. Et puis ensuite, voilà, on va discuter un petit peu de son projet. Valentin, à toi. Merci pour l'accueil. Alors bonjour, je m'appelle Valentin Euzé. Je suis cofondateur de Revolti, qui est une start-up qu'on a lancée avec mon associé Mathilde il y a 2 ans, Super. qui donne une seconde vie aux batteries au lithium pour stocker l'énergie solaire des particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Génial. Donc ça fait 2 ans que tu as lancé l'entreprise. Comment t'es venue l'idée avec Mathilde ? Alors, moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait l'école Supaéro à Toulouse et en fait je me suis rajouté une année d'études au master XHEC Entrepreneur, qui est un master d'1 an qui mélange un peu des profils avec une appétence entrepreneuriale, où du coup j'y ai rencontré Mathilde qui faisait sa dernière année d'école de commerce. Et en fait, on ne se connaissait pas du tout avant cette dernière année d'études. Et l'objectif de ce master, c'était de se rencontrer, de trouver un peu la bonne idée et surtout de trouver la bonne équipe pour pouvoir lancer quelque chose. Mathilde avait une expérience chez Engie, donc dans le secteur de l'énergie. Ouais. Moi, j'avais une expérience dans l'économie circulaire des batteries au lithium. Et en fait, on s'est beaucoup apprécié pendant le master. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ensemble en tant qu'équipe. Et ensuite, on s'est posé la question sur quel sujet travailler. Et en fait, on a fini par retomber sur nos pattes sur l'autoconsommation solaire et en particulier le stockage avec des batteries et des batteries de seconde vie. Et c'est comme ça qu'on est parti. Génial. Donc tous les deux, vous avez eu en quelque sorte la même idée sur ce projet-là. Ouais, alors je dirais même vraiment la construction qui est mise en avant dans le cadre d'une méthode entrepreneuriale qui est celle qu'on nous a apprise, c'est d'abord structurer une équipe. Donc avec une même vision, ok, on a des compétences complémentaires. Oui. On adore travailler ensemble parce qu'on a pu le tester. Et une fois qu'on sait ça, en fait, il y a 15 000 sujets possibles sur lesquels travailler. Et donc en fait, il faut juste se mettre d'accord sur c'est quoi le sujet, sur quoi on part, quitte à pivoter derrière. Et en fait, donc on s'est dit, ok, le secteur de l'énergie, il y a un truc à faire. Et en fait, petit à petit, on a refermé l'entonnoir en se disant, l'énergie, oui, les énergies renouvelables, ok, le solaire parce que ça a le plus de potentiel selon nous, et limitons l'artificialisation des sols, donc faisons du solaire sur toiture. Ah, mais on veut également avoir cet impact social, donc on parle du solaire résidentiel, le fait de développer un peu tout ça, et en fait, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a un problème qui est lié au décalage entre la production et la consommation des gens, qui sont pas là la journée quand le soleil produit. Donc en fait il leur faut un système de stockage d'électricité et c'est là qu'on rentre dans l'univers des batteries résidentielles. Génial. Voilà, et après il faut trouver toujours la bonne astuce de comment tu te différencies du marché, c'est quoi ta proposition de valeur. En fait ça on a mis 2 ans à la construire, quoi. Super. Et comment tu as trouvé cette complémentarité avec Mathilde du coup pour créer ce projet ? C'est quoi qui vous est venu ? Comment vous vous êtes rencontrés finalement dans l'histoire ? Alors je vais beaucoup parler de ce master entrepreneuriat parce que c'est celui qui nous a permis vraiment de nous rencontrer. En fait, dès la première semaine, on a passé une semaine dans le Jura, dans le cadre du master, pour que tous les étudiants se rencontrent.
on était une promo de 120 personnes et en fait, on a fait des randos pendant une semaine C'est génial, ça. où on discute les uns avec les autres et en fait, on commence à voir quelles sont les appétences vraiment d'amitié, de discussions vraiment intéressantes, de gens passionnés qui nous plaisent beaucoup et en fait, on se rend compte qu'on a des profils, notamment de formation différents, Oui. qui font que, ok, ça c'est quand même très complémentaire, une école d'ingé, une école de commerce, pourquoi pas. Et en fait, c'est comme ça que tu avances et que tu finis par te dire, 3 mois après, en fait, je pense que tu es la personne avec qui j'aimerais travailler, quoi. C'est super ça. Et alors Et, toi, ton profil, le tien et celui de Mathilde, du coup, qu'est-ce qui fait la liaison entre les deux? Est-ce que tu arrivé à analyser ça? J'imagine que oui, dans le Jura, tu as eu pu. Alors, ouais, c'est toujours. Bon, là, je pense que c'est vraiment au cas par cas, Ouais. évidemment. Je dirais que moi, j'avais une sensibilité assez forte sur le produit. Formation un peu d'ingénieur, c'est trop cool d'avoir un produit physique dans les mains. Donc, j'avais cette volonté-là. J'avais aussi, je dirais, une appétence sur la relation extérieure, le fait de discuter avec des gens à droite à gauche. En fait, il se trouve que Mathilde, elle avait un profil ultra complémentaire sur plutôt une partie gestion de projet, Ouais. une rigueur, une organisation interne infaillible. Et en fait, il se trouve que ça marchait super bien ensemble. On a eu l'occasion de travailler sur un projet de groupe, un projet un peu étudiant dans le cadre de ce master où ils nous ont mis par hasard ensemble. Et ça a super bien marché. Il n'y a pas de hasard. Voilà, le hasard fait bien les choses. Exactement. Ça, c'est génial. Et donc, après, sortie d'école, là, vous vous êtes mis tout de suite à entreprendre. Ouais, c'est ça. Exactement. Comment ça s'est passé? Vous avez été accompagné pour créer une société avec l'école ou vous êtes tout simplement voué à vous-même et là, dans ces cas-là, les démarches, ça y est, elles commencent Ouais. Alors, je ne vais pas faire une pub spécifiquement pour ce master, mais comme il a construit un peu, c'est la genèse de notre projet, je vais en parler. C'est important. C'est que normalement, c'est un programme d'1 an qui commence du coup en septembre, première semaine de septembre et qui se termine en juin. Le but, c'est que sur les 3 premiers mois, donc de septembre à décembre, on fait des exercices terrain on invente des startups, on les crée, on les pitch, on va devant des potentiels investisseurs. Et en fait, c'est une manière de se tester à créer une entreprise, de voir si les relations avec notre groupe fonctionnent bien. Et donc, c'est vraiment, ils te jettent dans le grand bain et apprends à nager. C'est un peu la méthode et donc c'est très instructif. Et au moins, c'est pas du bachotage où on apprend des cours en amphi. Okay. C'est vraiment, on teste, quoi. On teste. Donc, du coup, il s'est trouvé qu'on a travaillé ensemble avec Mathilde. Donc, le hasard fait bien les choses. Mais ensuite, après, à partir de décembre, il nous obligeait à trouver une équipe et trouver un projet sur lequel on allait travailler, notre projet, donc pas un projet qui nous est imposé cette fois-ci, mais notre projet sur lequel on va pouvoir vraiment mettre de l'énergie pendant au moins 3 mois. Ouais. Et c'est vraiment des crédits, ce qu'on appelle les crédits ECTS, donc ça validait notre diplôme à la fin de l'année, le fait d'avoir ce projet pendant les 3 mois. C'était obligatoire. Okay. Et donc en fait, c'est là que nous, on est rentré dans la discussion avec Mathilde sur quoi on veut travailler. On savait qu'on voulait tenter un truc ensemble et il nous offre cette période d'essai littéralement de 3 mois qui dure grosso modo de janvier à avril à peu près, dans le cadre d'un startup studio. Donc le startup studio, c'est l'étape avant ce qu'on appelle un incubateur. Oui. C'est vraiment, on parle d'un projet qui n'est pas encore officiel, ça reste à la phase d'idée. On a juste la structure qui va nous accompagner avec le fait de nous donner des jalons, nous donner un peu une roadmap à suivre et plein de conseils, on est bien entouré. Et en fait, ça, c'était le Startup Studio du Launchpad d'HEC. Ok, voilà. D'accord. Et en fait, après avril, au bout de 3 mois, on s'est dit, OK, il y a une super idée, il y a vraiment un truc à faire. On nous avait donné beaucoup de retours positifs. Donc, go, en vrai, allons-y à fond. Et en fait, on a passé le dernier trimestre ou l'équivalent du dernier semestre à vraiment réaliser notre projet et à être dans l'incubateur d'HEC cette fois-ci. Donc en fait, petit à petit, on évolue d'échelon et je dirais que le parcours classique, qui n'est pas tant statistiquement réalisé, oui. C'est celui d'avoir une idée. On travaille dans des Starbucks ou à la maison. Voilà, on écrit sur un bout de papier, ok, et pourquoi pas, on fait des recherches sur Internet. Ensuite, on se fait éventuellement accompagner par un startup studio qui nous donne cette structure minimale et suffisante pour faire avancer le projet et être de plus en plus mature. Ensuite, tu as l'incubateur qui, lui, va t'accompagner une fois que ta boîte est créée, ou tout juste, et elle va t'accompagner sur tout le juridique, toute la construction un peu officielle de ton entreprise. Et ensuite, tu as la phase d'accélération, de croissance et tout ce qui va ensuite, quoi. Génial. Qu'on commence à connaître, mais à peine.
Ouais. Voilà. Ouais, ça y est, là, vous êtes sur une phase qui va. C'est ça. C'est une autre marche que vous Là, allez on est passer. dans des accélérateurs en ce Ouais. moment, Ok. donc qui viennent recruter ou en tout cas accompagner des startups qui ont plus de maturité. Ça fait 1 an, peut-être 2 ans, voire parfois plus Ouais. que ces startups-là travaillent sur leurs projets. Mhm. Et en fait, c'est plus les mêmes sujets sur lesquels ils t'accompagnent. Ok. Là, ils t'accompagnent sur des sujets de financement où il faut parfois des centaines de milliers, des millions d'euros pour pouvoir faire avancer ton projet. Parfois de la mise en relation avec des laboratoires, des industriels. C'est d'autres sujets que juste celui de la création de boîtes, quoi. Ouais, génial. Ouais, donc, ok. Et là, donc, finalement, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée d'aller faire cette école? C'était l'envie d'entreprendre? C'est quoi? C'est dans ta famille? Ouais. C'est comment t'es venu cette idée, en fait? Parce Ouais. que c'est vrai que t'es rentré à l'école à quel âge? Alors, pour refaire peut-être mon Ouais, parcours de formation l'HEC, rapidement, ouais. j'ai fait 2 ans de prépa, Ouais, post-bac à ouais, Paris, et ensuite j'ai fait 3 ans à l'ISAE Supaéro, ouais, ok. du coup école d'ingénieur à Toulouse. Et en fait, pendant cette période, j'ai eu l'occasion d'avoir des projets associatifs géniaux, où c'est l'effervescence aussi de l'école de manière générale, que ce soit de commerce ou ingénieur, il y a toujours cette possibilité de faire d'autres choses que les cours Oui, et qui te fait apprendre beaucoup sur toi-même. complètement. Notamment, du coup, ça m'a fait comprendre que j'aimais beaucoup l'esprit entrepreneurial associatif, qui a aussi énormément de sens, Qui est très humain. qui est très humain Ouais. et qui fonctionne tout autant. C'est juste un business model qui est différent, Tout à fait. où le but n'est pas tant de générer de l'argent, normalement, mais qui est plutôt de servir un bien commun, un peu plus social, peut-être. Et en fait, en dernière année d'école d'ingénieur à Supaéro, ça devait être en 2003, j'ai créé mon asso qui existe toujours aujourd'hui, que j'ai du mal à déployer parce que c'est difficile d'être sur 2 projets aussi importants en même temps. C'est vrai. Mais l'association s'appelle toujours Sauveurs en Herbe. Et le but, c'était de former des bénévoles pour Ouais. qu'ils aillent dans les écoles et former les enfants aux gestes de premier secours. Ah ouais, Voilà, donc génial ça. aller dans les écoles qui n'ont pas forcément les moyens de payer la Croix-Rouge ou les pompiers qui viennent. Donc nous, c'est de le faire bénévolement pour les sensibiliser Oui. aux gestes qui sauvent. Ok. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, il y a, je sais pas, un peu plus d'une centaine d'élèves à Paris qu'on a pu former. Et le but, c'est d'aller un peu plus loin, mais encore une fois, toujours difficile de faire les deux en même temps. Comment Toujours- ça t'est venu cette idée de créer cette association? Alors cette association-là, en fait, elle est venue du fait que j'ai vécu toute ma vie en caserne de pompiers. Mon père Ok. était pompier de Paris et en fait, du coup, j'ai baigné un peu dans ce milieu du secourisme. Bien sûr. Et j'ai moi-même fait un stage de 6 mois pendant mon année de césure donc d'école d'ingé, où j'étais dans les pompiers de Paris, Oui. à la fois en tant qu'ingénieur, et j'ai pu participer à quelques opérations de secourisme. Donc ça te donne ça te fait poser beaucoup de questions, ça te donne envie d'être utile pour la société. Et donc je Ouais. me suis dit, ok, c'est une asso où il y a un besoin, où il est possible de faire quelque chose. Et là, c'est là que tu te dis qu'ok, il y a peut-être une fibre entrepreneuriale, de se dire, ok, à partir du moment où on ressent plutôt un problème, ou en tout cas qu'il y a une solution à apporter quelque part, le fait de se dire, ok, j'ai envie de créer un projet, d'y aller à fond et de s'entourer des bonnes personnes. Mhm. C'est un peu ça, je pense, le début de la fibre entrepreneuriale. Ouais. En tout cas, comment je l'ai ressenti. Et tu te sens utile, tu sens que tu as de l'impact. Et donc, voilà, dernière année d'école d'ingénieur, je me suis dit, ok, il y a ce truc-là. Pourquoi pas le faire aussi dans le milieu professionnel. Donc, pour mon métier, pourquoi pas être aussi entrepreneur et créer une boîte. J'aurais carrément envie. Et en fait, il y avait une passerelle entre Supaéro, l'école d'ingénieur, et le master d'1 an qui s'appelle XHEC Entrepreneur, Oui. où en fait j'ai pu passer quand même des concours, mais du coup bifurquer et faire une année supplémentaire en plus. Ok. Voilà, c'est comme ça que tout ça s'est fait. Et voilà. Et après, c'est parti comme ça. Donc, Et après c'est parti, toute j'ai cette rencontré aventure. Mathilde et on voilà. en est là aujourd'hui à discuter, quoi. C'est génial. Donc, c'est toute cette partie humaine, finalement, je veux dire, humaniste, qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat. Ouais, Un peu, quoi. je pense que c'est un enchaînement de plein de petites pierres, forcément. Ouais, bien sûr. Depuis, alors je sais pas jusqu'où on peut remonter, mais tu vois, cette volonté, par exemple, quand j'ai fait beaucoup de rugby quand j'étais petit, Ouais. cette volonté d'animer une équipe, d'avoir cette cohésion, de fédérer un peu Ouais. une petite équipe d'enfants de 10 ans à 18 ans autour d'un ballon, du fait de gagner et tout. Voilà, je pense que c'est plein de petites forces de caractère qui Ouais. finissent par s'additionner. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, tu finis par être dans des projets très concrets, qui Ben oui. soient associatifs ou parfois même des projets étudiants. Oui. Tu vois, ceux qu'on peut avoir en école, n'importe où.
qui te disent ok, vous avez 6 mois, faites ce truc-là, et en fait la manière dont tu l'appréhendes te fait dire ok, bah moi j'aime beaucoup avoir ce rôle-là dans l'équipe plutôt que celui-ci. Oui. Et après tu te poses les bonnes questions et tu finis par te dire ok, bah j'ai envie d'en faire mon métier, go quoi. Je me vois pas faire autre chose. C'était un peu comme ça que je l'ai ressenti. Le stage de fin d'études d'école d'ingénieur, qui est du coup un stage obligatoire de 6 mois. Je l'avais fait en start-up, on était 8. Je salue d'ailleurs Bip Battery qui m'ont accueilli. J'ai adoré ce stage. C'était dans l'économie circulaire des batteries au lithium. Super. Ça m'a planté des petites graines. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais chez eux, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être à la place des fondateurs. Et en fait, du coup, c'était évident. Ouais. Donc et là, aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose qu'entrepreneur au sens de tout ce que ça peut impliquer, de start-upper, créateur de projets, etc. J'adore. Ouais, tu l'as ressenti tout de suite. Tu t'es Ouais, dit, c'est ça. Bah, du coup, petit à petit, tu commences à passer des mois, des années, des semestres, et tu finis par te dire, en fait, c'est là où je veux être, quoi. Donc, bon, j'ai cette chance-là d'avoir su assez tôt, à la fin de mes études, de là où je voulais aller. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui, j'ai aucun doute, quoi. Bah écoute, c'est super. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on subit aussi des échecs. Est-ce que tu as des choses à raconter? Est-ce que tu as des choses qui pourraient être partagées? Parce qu'on est beaucoup à vouloir entreprendre. Aujourd'hui, en France, il y a une sorte d'énergie aussi un peu là-dedans, j'ai l'impression. On veut tous être un peu indépendants, etc. Mais il y en a beaucoup qui se rendent compte que c'est pas si facile, qu'on a affaire à des portes des fois, à des murs. Ouais. Est-ce que tu as rencontré déjà ce genre de cas? Alors forcément, oui. Maintenant, il y a aussi la perception de l'échec qui est différente pour tous. Moi, je sais, on en rigole beaucoup avec Mathilde parce qu'on a essayé de s'analyser pas mal en termes de personnalité. On a fait des exercices à droite à gauche. Excellent. Qui font que moi, j'ai une personnalité où je perçois moins l'échec que les autres. Ou en tout cas, je suis un peu plus dans le déni de ces choses-là. Optimiste. Ce qui est une forme d'optimisme. Ouais. Donc ça a ses avantages, hein, clairement. Il y a des points positifs à ça. Il y a aussi les points négatifs de ne pas voir le mur arriver. Donc attention et bien se faire entourer par des profils justement complémentaires. Oui. Je sais que moi j'ai eu une expérience associative encore parce que pour moi c'est une forme d'entrepreneuriat à l'école où j'avais créé une autre association avant celle qui a plus fonctionné qui s'appelle Sauver en Herbe aujourd'hui. C'était une association événementielle à l'époque et en fait qui n'avait pas eu lieu notamment à cause du Covid. Où bref les restrictions étaient telles qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on devait et en fait il y a une vraie frustration à ce moment-là d'avoir passé plus de 2 ans ou plus d'1 an, je sais plus, 1 an et demi à construire ce projet pour qu'il n'ait pas lieu. Donc c'est une forme d'échec même si c'est pas entièrement de ta faute, c'est quand même vécu comme tel et je pense que ces choses-là aujourd'hui il faut savoir peut-être soit les réutiliser, donc prendre un pas de recul en se disant qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Là, en l'occurrence, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, malheureusement, ça ne dépendait pas trop de nous, mais ou en tout cas d'accepter l'échec pour pouvoir rebondir. Et c'est un peu le caractère, je pense, qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience aussi. Ouais, important parce de que dire ça. En fait, là, même là, chez Revolti, pour parler vraiment d'entrepreneuriat au sens de start-up, on sait qu'on est sur un projet à la fois difficile, ambitieux, donc difficile dans le sens où c'est un projet industriel. Les projets industriels, c'est pas évident, surtout en France. Donc il y a cette forme de réindustrialisation. Il y a aussi le fait que c'est une start-up qu'on appelle Deep Tech, au sens de technologie de rupture, qui est vraiment profonde, dans le sens où on fait de la batterie de seconde vie, il y a de la dégradation au lithium, il y a tout un tas de sujets comme ça complexes, et en plus de ça, on sort d'études. Donc il y a un peu la question de qui sommes-nous aujourd'hui pour faire un projet aussi ambitieux, et on nous le fait aussi remarquer. Il y a beaucoup de gens qui nous disent des choses positives, tant mieux, on les prend, ça nous ressource. Et il y a aussi d'autres qui vont dire ah ouais, franchement, bon courage, parce que là, c'est galère, voilà. Et donc, en fait, il y a ces petites claques à droite, à gauche qu'il faut savoir prendre à la fois pour se dire ok, bah, ils ont raison, donc faisons tout pour que ça fonctionne. Et aussi le fait de se dire ok, on rebondit, parce que sinon, l'échec est tellement statistiquement probable. En fait, le fait de réussir sa startup, je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais quand on lance un projet, il y a 95 ou 99% de chances d'échouer. Ouais. C'est ça les statistiques aujourd'hui. Donc, sachant ça, il faut peut-être s'y attendre d'un côté de la tête et de l'autre, juste savoir rebondir. Et c'est ce qu'on appelle aussi le pivot. Il y a aussi ce caractère de dire, OK, bah là, ça ne marche pas de souci, je change. Ouais. Je garde la même équipe, je garde ce qui marche. Et en fait, on ne va pas faire des panneaux solaires, par exemple.
Ouais, complètement. Je comprends. C'est tout de suite avoir la possibilité de prendre un virage. Il faut. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut avoir cette force de caractère, sinon, en fait, je pense, hein, en vrai, j'y connais pas grand-chose, je suis encore jeune, mais une vie entrepreneuriale sans échec, sans claque, justement, à droite à gauche, c'est impossible. Donc, il faut juste savoir être bien entouré, Ouais. je pense, donc, que ce soit du côté pro, donc avoir les bons associés notamment, et aussi du côté perso, pour pouvoir respirer, avoir des temps calmes ou des gens avec qui discuter. Euh, et voilà, et continuer. C'est vrai que Cette force, j'ai même ajouté, je pense que l'échec est hyper important dans l'entrepreneuriat. Si on ne prend pas d'échec, déjà, pour se connaître soi-même, Oui. connaître aussi notre faculté de rebondir, notre faculté de réfléchir, malgré les moments qui peuvent être très durs. Je pense que sans échec, on ne peut pas monter vraiment une boîte, et ça, il faut être prêt. C'est un peu le message que tu veux faire passer d'ailleurs, mais c'est être prêt à tout ça, quoi. Ouais, complètement. Bon, Ouais, super. non, c'est exactement s'y préparer. Mais bon, après, on n'est jamais réellement. Enfin, en fait, c'est facile à dire de oui, je me prépare à l'échec. Et en fait, jusqu'à avoir une claque assez forte qui vraiment fait poser des questions profondes, Ouais. à tel point de ah ouais, est-ce que en vrai on est sur une bonne idée? Est-ce que j'arrête là? Est-ce que je fais autre chose? C'est des questions qui sont naturelles et en réalité qu'il faut se poser, Mhm. même de temps en temps avec justement avec Mathilde. On prend du recul tous les 6 mois, tous les ans. On va pas prendre tellement de recul quitte à remettre à plat le projet en disant est-ce qu'on continue ou pas, parce qu'on n'en est pas là, on a tellement de points positifs aujourd'hui qu'on se pose pas ces questions-là, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction, Ouais. Est-ce qu'on continue à faire des batteries de seconde vie? Oui, non. Est-ce qu'on continue à faire des batteries résidentielles pour les particuliers qui ont des panneaux solaires? Oui, Mhm. non. Est-ce qu'on voilà. Et en fait, il y a tellement de choses et de possibilités à faire. C'est aussi le côté excitant de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tout à faire. C'est ça. Mais en même temps, il y a autant de bons choix que de mauvais choix. Ou voire, il y a presque plus de mauvais choix à faire que de bons choix, en réalité. Donc voilà, il faut toujours se réorienter et être sûr, au moins être aligné avec ton ou tes associés. Ouais, euh, super. pour, Ok. euh, Ouais, je vois. pour aller, ok, à un moment, il faut y aller. Et au pire, tant pis. Tu Mais sautes, quoi. faut y aller. Parce que y aller en demi-teinte aussi, c'est pas forcément la bonne manière de Il faut faire. avoir suffisamment confiance en son projet, Voilà, non? faut avoir confiance. Ouais, faut y croire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Parce même que si les gens si t'y autour, crois pas, c'est pas ouais, les autres qui vont y croire pour toi. clairement. Enfin, ou certains si. Donc là, c'est le cas idéal où tu vois, on va avoir vraiment et c'est ce que j'adore aussi dans ce secteur-là de l'énergie, du solaire, c'est qu'on tombe sur des clients, que ce soit des clients professionnels ou des clients particuliers, qui adorent le projet. Et en fait, ça réchauffe le cœur et ça fait que, ok, on n'est pas les seuls à croire dans ce truc-là. Et en fait, ça donne beaucoup de force. Oui. Et en fait, il faut trouver un peu ces pionniers-là aussi. Quand on lance un projet, encore une fois, associatif ou entrepreneurial start-up, qui vont être ambassadeurs. En fait, des clients ambassadeurs, c'est une force monumentale parce que eux, ils ont ce problème-là parce qu'ils sont clients. Donc, ils veulent la solution. Et en même temps, ils sont tellement convaincus qu'ils vont pouvoir en parler autour et ça donne de la force, quoi. Génial. Et alors, on parle d'échecs, mais il y a aussi des réussites. Oui. Et quelle est ta plus belle réussite? Du coup, c'est peut-être Evolti, ou alors il y a quelque chose de plus profond encore que tu aimerais partager? Ouais, alors aujourd'hui, l'expérience à la fois l'expérience de vie que j'ai et l'expérience professionnelle est tellement courte que je n'ai quasiment que Revolti à citer Oui, en tant que succès. c'est déjà Mais pas mal. ce qui est déjà pas mal. Mais si, je dirais que là, aujourd'hui, la plus grosse victoire, c'est le fait d'avoir tenu 2 ans. Ok. En fait, on va prendre toutes les années, on va faire notre bougie d'anniversaire, si tout va bien. Encore, je l'espère, encore quelques années. Et en fait, se féliciter d'être encore là, parce que dans l'entonnoir des statistiques, comme je le disais tout à l'heure, il y a 99% de chances au début d'un projet que ton projet échoue. Ouais. Et plus tu avances, plus tu recrutes, plus tu lèves des fonds, plus ces statistiques-là tournent en ta faveur. Ok. Donc elles vont passer de 99% à 90, 80 en fonction des stades de maturité. Et en fait, tu vas finir par converger vers une possibilité où tu vois le bout de la route, comme quoi, ok, la startup, elle a un avenir radieux et ça va bien se passer. Voilà. Et donc en fait, on y tend, quoi. Ouais, Et ok. je dirais que c'est ça aujourd'hui notre réussite, c'est d'avoir réussi à lever des fonds, d'avoir réussi à recruter. Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe, bientôt 7. C'est une forme de preuve de réussite, on a réussi à créer de l'emploi, en vrai Bien c'est sûr. fort. Et après, la dernière preuve qu'on va aller chercher, c'est le fait d'avoir des clients payeurs. Nous, on est sur un projet, comme je te le disais tout à l'heure, qui est très long terme.
Donc en fait, on met du temps à mettre sur le marché notre produit parce que c'est un produit qui est complexe, qui est industriel. Donc on n'a pas eu dès les premiers jours des gens qui nous ont payé pour cette solution. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. De récupérer voilà, des acomptes, des précommandes, des choses à droite à gauche qui démontrent commercialement que notre projet, notre produit a de l'intérêt. Ouais. Et ça, c'est un peu la preuve ultime. Finalement, parce que tu démontres qu'il y a des gens qui veulent payer pour ta solution. Et là, ça y est, ça commence après. Et là, on y est. Génial. Et alors justement, raconte-nous un peu, Revolty, c'est quoi exactement le projet, le produit pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas, qui connaissent rien notamment. Raconte-nous comment que ça fonctionne. Ça marche. Et du coup, pour résumer un petit peu ce qu'on fait chez Revolty, nous, on donne une seconde vie aux batteries au lithium pour faire du stockage solaire résidentiel. Plus précisément, en fait, on va récupérer des batteries au lithium qui viennent par exemple d'applications automobiles ou de gros systèmes de stockage industriels. Et en fait, il faut savoir que dans une batterie au lithium, qui peut être souvent très grosse, ou une batterie de vélo, de trottinette, c'est à peu près toutes les mêmes structures, à l'intérieur, on va avoir des piles. Et en fait, les piles au lithium, c'est comme des grosses piles de télécommande, sauf que c'est des piles rechargeables. C'est la chimie à l'intérieur qui est un petit peu différente. Et en fait, ces piles-là, nous, on peut identifier des gisements ou ce qu'on appelle des cellules, plus précisément, les cellules au lithium. On peut trouver des gisements qui ont plus de 90% de capacité résiduelle quand elles sont considérées en fin de vie. En fait, lors de leur première vie, pour des raisons assurantielles, réglementaires, des accidents, des réparations, en fait, on va trouver des dizaines de milliers de cellules au lithium à l'échelle européenne qui ont encore énormément de capacité, surtout pour des applications qui sont un peu plus cool, un peu plus soft. En fait, passer d'une voiture électrique qui doit t'envoyer à 130 km/h sur l'autoroute à une maison où il faut juste faire un cycle de stockage par jour et c'est un peu plus doux, mais en fait, tu peux faire du réemploi de ces cellules-là dans une nouvelle application. Et ça, du coup, c'est la démarche d'économie circulaire dans laquelle on est. Mais c'est que un côté de notre boîte. En fait, on ne fait pas que du diagnostic de cellules pour dire ok, celle-ci elle est bien et elle peut aller dans une autre application. Derrière, il faut refaire tout un produit. Oui. Et le produit qu'on fait, il est aussi assez complexe. Donc, le produit qu'on fait, nous, c'est une grosse batterie qui fait la taille d'un radiateur. C'est un mélange entre un frigo et un radiateur, donc c'est quand même assez gros. Plutôt radiateur puisque c'est assez fin, et en fait, c'est quelque chose qu'on va brancher dans un garage au tableau électrique directement de la maison. Okay. Donc ça fait 20 cm de profondeur, ça peut faire 1,50 m de haut sur 70 de large. Ouais, okay. Donc c'est une belle boîte en métal, à l'intérieur de laquelle on va avoir justement ces cellules au lithium qui ont la capacité de stockage d'électricité. Et en fait, tu fais un système qui est un peu plus complexe, qui est pilotable, qui a un onduleur intégré, qui a des cartes électroniques, qui a plein de câbles, qui fait qu'on a un système all-in-one que tu branches à ta maison, dont le principe est qu'il va stocker l'électricité solaire la journée pour te la restituer à toi le soir, la nuit, quand il n'y a plus de soleil. Parce que du coup, le principe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des panneaux solaires sur ton toit, il y a un peu plus d'1 million de foyers en France qui ont des panneaux solaires. Donc, c'est pas du tout niche. Il y a beaucoup de personnes. En Europe, c'est monumental. Et il va y en avoir de plus en plus. Et en fait, quand tu as des panneaux solaires sur ta maison, évidemment, ça produit la journée. Le maximum, le pic, il va être entre 10h et 16h, quoi. Et normalement, tu travailles à ce moment-là. Tu n'es pas chez toi. Donc, en fait, tu n'as pas beaucoup de choses qui consomment cette électricité. Et le comble de l'électricité, en général, c'est qu'une fois qu'elle est produite, une fois que l'électron d'électricité est produit, il doit aller quelque part. Il va aller à la vitesse de la lumière vers un consommateur, vers quelqu'un qui le consomme. Et en fait, si toi, dans ta maison, tu n'es pas capable de consommer cet électron, en fait, il va repartir sur le réseau. Oui. Et en fait, c'est ce qu'on appelle... Et en fait, il y a EDF, historiquement, qui rachetait tout ton surplus solaire à un certain prix, et ce qui faisait que, ok, ça nous allait. Mais en fait, tu avais que 40% en moyenne de la production que tu prenais qui allait chez toi. Donc tu gaspillais 60% de ton énergie solaire. C'est ça. Ce qui est monumental. C'est énorme. C'est trop dommage de perdre plus de la moitié de ce que tu produis. Et donc là, maintenant, la batterie, c'est vraiment un gros réservoir. C'est une baignoire que tu blindes d'électricité la journée, que tu remplis à son maximum. Et en fait, le soir, quand tu arrives, ton pic de consommation, il est à 19h, 20h quand tu fais à manger. Le soleil, il diminue. Là, en été, il y en a encore un peu, mais il y en aura de moins en moins. L'hiver, notamment, c'est nuit noire. Et donc, du coup, tu peux utiliser l'électricité de ton réservoir pour alimenter ton four, tes lumières, ta télé, et ça toute la nuit. Super, ok. C'est donc ça le principe. Principalement, c'est des batteries qui seront utilisées en maison. Essentiellement. Ouais, aujourd'hui,
Je pense qu'il fallait choisir aussi notre combat. Oui. Nous, en fait, on a une vision sur la maison électrifiée. En fait, c'est un type de produit, à la fois en termes de hardware, donc au sens de la taille, la dimension, les spécifications techniques, Ouais. et aussi en termes de pilotage, Ok. qui font que dans une usine ou dans une maison, tu n'utilises pas du tout les mêmes batteries de la même manière, quoi. Pas la même Forcément. puissance surtout. Pas la aussi. même puissance, pas le même comportement de consommation aussi. Oui. Ok. L'usine, elle va beaucoup consommer la journée. La maison, elle consomme pas la journée. Bah oui, si on Voilà. n'est pas à la maison, forcément, il y a du calme, à part des frigos, des choses qui tournent, mais sinon. Exactement, Ouais. c'est ça. Et est-ce que tu as une réponse à donner sur la solution de comment dimensionner sa batterie? Quand les gens, par exemple, ils veulent faire appel à Revolti, Ouais. c'est Revolti peut-être qui dimensionne pour ces personnes-là en calculant leur consommation, etc. Ouais. Alors du coup, un point qui est quand même important, c'est que nous, on est des fabricants, on est des équipementiers, si tu veux, de matériel, comme si on fabriquait des chauffe-eau. Et en fait, nous, on va passer par des partenaires installateurs photovoltaïques. Les installateurs professionnels sont des électriciens, pignon sur rue ou des électriciens un peu des plus grosses structures. Ouais. Et en fait, eux vont avoir ce métier de photovoltaïcien qui vont installer à la fois tes panneaux solaires et la batterie qui va avec. Donc, on va vendre, si tu veux, nos produits à ces installateurs Ouais. qui, eux, vont les revendre et les installer chez les gens. Donc, en général, ce qui se fait le plus simplement, c'est qu'un particulier qui veut un projet photovoltaïque parce qu'il a envie de consommer de l'énergie renouvelable, d'avoir de l'énergie locale, d'avoir cette résilience énergétique, en fait, il va directement contacter des installateurs à côté de chez lui, faire des devis à droite à gauche et finir par écouter les conseils de l'installateur qui lui dit bah moi je vous propose de mettre 12 panneaux solaires, une batterie Revolti parce que j'ai fait mes calculs, ils ont des logiciels ces installateurs de dimensionnement et en fait ils ont fait leurs propres calculs pour savoir ça. Maintenant nous on a aussi notre propre site web et on a un logiciel de simulation directement accessible, gratuit, très, très simple à utiliser pour savoir quelles seraient les économies qu'on pourrait générer avec une batterie ou ce que ça implique et quel est le dimensionnement optimal. Ah oui, bien sûr. Tout ça, c'est une règle de calcul. Parfois, en fait, il y a deux arbitrages pour finir là-dessus. Soit on veut maximiser la rentabilité de notre batterie, donc juste mettre une batterie pour faire des économies sur sa facture d'électricité. Soit on veut mettre une batterie pour avoir une autonomie énergétique, ce qui est très différent. L'autonomie énergétique, c'est vraiment la notion d'avoir un prix de l'électricité sur 20 ans, voire même plus, qui est lissé, qui est le même. Oui. Donc peu importe les les guerres, les chocs énergétiques qu'on peut avoir à droite à gauche, notamment le détroit d'Ormuz, qui fait que voilà, ça remonte ou pas. Enfin bref, on est complètement lissé par rapport à ça. Et il y a aussi le fait d'être protégé en cas de coupure d'électricité. C'est ça. Il y a maintenant des coupures d'électricité en plein mois d'août. À cause du surplus de canicule, à cause des feux de forêt, à cause de plein de raisons qui font que en fait, avoir son propre réseau localement d'électricité, le fait de pouvoir allumer quand même son ventilateur et son frigo même en cas de coupure, cette autonomie énergétique-là, ça pousse de plus en plus de gens à mettre une batterie physique aussi. Et on peut rendre une maison autonome selon toi? Alors honnêtement aujourd'hui c'est compliqué et je pense pas qu'il faille y arriver. Ouais. C'est pas tant le but en fait. Selon moi, chacun va avoir sa vision des choses, mais pour avoir le modèle énergétique dans sa globalité le plus résilient possible, il faut avoir un réseau qui soit monstrueux, qui est le cas de la France, qui est quand même un très bon réseau, parmi les meilleurs réseaux du monde, et le fait d'avoir un micro-réseau, qui est celui de la maison, qui est aussi résilient. Et en fait, comme ça, quand il y en a un qui ne fonctionne pas, l'autre peut prendre le relais. Et en fait, c'est la meilleure manière, selon moi, d'avoir tout le temps, à tout moment, une autonomie énergétique de manière globale. Ouais, donc okay. ça implique forcément des investissements de part et d'autre. Donc c'est pas le plus optimisé économiquement, mais c'est le plus optimisé énergétiquement, au sens pas de résilience, mais de performance, quoi, dans sa globalité. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Et du coup, mon point, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être 100% autonome en électricité et de ne plus dépendre du réseau, de couper le câble entre la maison et le réseau. Ouais, tu veux dire techniquement, c'est difficile? Alors, c'est possible, mais du coup, ça demanderait des investissements assez colossaux et il faudrait mettre 30 panneaux sur son toit, quoi. Ouais. Plus 4 batteries. Ouais. En fait, parce qu'en fait, l'hiver, on ne produit pas beaucoup, mais c'est là où on consomme. Donc forcément, voilà, il y a un arbitrage où on va surdimensionner beaucoup l'installation photovoltaïque, qui est un choix que beaucoup font. Les chalets en montagne, ils n'ont pas de choix et ils arrivent à être off-grid.
donc hors du réseau. Mais voilà, pour du besoin tous les jours et pour avoir cet optimum quand même économique, c'est pas forcément ce qu'on conseillerait parce que le réseau est quand même bien fonctionnel, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et petite question comme ça qui me vient, parce qu'on parle de projets solaires, mais je sais qu'il y a très très peu de maisons, mais il y en a certaines qui ont des petites éoliennes. Ouais. Est-ce que ça peut fonctionner pour Revolti? J'imagine que oui, parce que techniquement c'est l'électricité. Ouais. Alors ça fonctionne parfaitement. Nous, c'est vrai que des éoliennes, on en voit de temps en temps. C'est moins efficace en moyenne qu'un panneau solaire parce qu'en fait, un panneau solaire, même quand il y a des nuages, ça produit. Oui. Donc tu sais que tu vas toujours avoir une production minimale la journée, mais tu n'en auras pas la nuit. Là où l'éolienne, évidemment, va produire peut-être plutôt par vague de dépression. Pendant 3 semaines, tu auras du vent et jour et nuit. Donc ça, tant mieux. En termes de prix, je ne sais pas ce qui coûte le plus cher, mais en tout cas, on voit beaucoup plus. C'est limite la proportion, c'est 99% de panneaux solaires et 1% de mini-éoliennes. Ouais. Mais pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, une batterie, en tout cas comme la nôtre, elle est indépendante du système de production. En fait, on peut ne même pas avoir de production renouvelable locale pour utiliser notre batterie. On peut juste charger en heure creuse et décharger en heure pleine, par exemple. Bien. Donc c'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Maintenant, il y a plusieurs fournisseurs qui font évoluer leurs tarifs et qui font plein de plages horaires durant la journée. Ah bah là, tu payes pas. Parfois, certains disent, bah là, tu payes 0 € à ce moment-là. Et ce serait le moment, potentiellement, où on peut recharger la batterie. Et toi, tu décharges ta batterie, donc tu alimentes ta maison avec la batterie quand c'est le plus cher. Ouais. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un peu l'avenir de l'électricité, comme on le voit, qui existe déjà dans d'autres pays dans le monde. Ah ouais, ça existe. Ouais. Tu t'inspires un peu justement des pays étrangers par rapport à ça? Ouais. Bah alors du coup, c'est ce qu'on appelle un peu le thème de la flexibilité. Ouais. La flexibilité, c'est vraiment le fait de ne plus avoir un modèle un peu à l'ancienne, comme je dirais, avoir des grosses usines qui produisent et des gros consommateurs. En fait, c'est plutôt le fait d'essayer de trouver l'équilibre seconde après seconde. Et de trouver l'équilibre le plus optimal économiquement et en termes de performance. Et donc en fait, la flexibilité, c'est vraiment le fait de dire, ok, un consommateur, comme un ballon d'eau chaude par exemple, le fait de pouvoir appuyer sur un bouton et de dire, là je consomme plus, parce qu'il y a une inertie thermique, parce que je peux me le permettre d'éteindre pendant 3 minutes mon chauffe-eau, mais ça va faire descendre ma consommation d'électricité, ça va aider le réseau va nous rémunérer pour ça, bref, il y a plein de modèles qui existent, et donc ça, du coup, c'est aussi valable avec les batteries. Ouais, okay. Cette flexibilité-là, qui est locale, qui est auprès du réseau, qui est intelligente, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et la force de Revolti, parce que c'est vrai que, étant dans le métier aussi, on connaît les batteries de stockage, c'est un budget. La force de Revolti, justement, le fait de faire du recyclage. Et en même temps, je sais que tu proposes aussi des garanties sur les batteries, donc ça assure aussi une longévité sur la batterie, ça c'est hyper intéressant, il faut l'appuyer. Mais j'imagine que ton budget est autre que... la revente de ces batteries-là est autre en prix que ce qu'on peut avoir en batterie neuve. Alors, la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça. Malheureusement, le fait de faire de l'économie circulaire ne nous rend pas 2 fois moins cher que la compétition. Déjà, la compétition est rude. Ouais. On est sur un marché aujourd'hui qui est dominé par, on va dire, des industries, essentiellement des industries chinoises, qui font... En fait, qui ont 20 ans d'avance quasiment sur les batteries au lithium, qui ont des qualités assez exceptionnelles. Aujourd'hui, la plupart des cellules de ces piles au lithium sont fabriquées en Chine. Et ensuite, elles viennent sur le territoire européen. Et c'est une fois qu'elles sont sur le territoire européen qu'on peut nous leur donner une seconde vie. C'est comme ça que c'est fait aujourd'hui sur l'économie circulaire. Et sinon, c'est des batteries neuves directement, un peu comme nous, la batterie qu'on propose. Cette boîte qui ressemble à un radiateur, eux vont la faire directement et vont les vendre. L'une des marques les plus connues, c'est Huawei, par exemple. Bien sûr. Et donc, en fait, nous, on finit par être concurrents directement face à ces forces chinoises qui ont d'autres moyens, un historique industriel qui est gigantesque, qui ont des moyens par million, qui font énormément de volume. Donc, on a cette force de frappe qui est assez difficile à combattre. Pour autant, on a quand même nos forces en face, où, tu vois, c'est en termes de prix. Nous, aujourd'hui, il y a un spectre de prix où, en fait, tu as tellement de fabricants chinois que tu peux avoir du très, très pas cher comme du très premium. Nous, on va plutôt se baser sur la partie qualité-prix, où premium, on va dire premium, mais pas trop cher. Donc, c'est un peu notre positionnement parce que, en fait, malgré tout, on fait quand même un assemblage en France qui est forcément plus coûteux que le fait de l'assembler ailleurs. On fabrique nos tôles, donc toute l'armature métallique en France. Ça aussi, ça coûte plus cher. On y gagne un petit peu en ayant une distribution locale.
Donc le fait de travailler avec les installateurs locaux en direct, ça nous fait passer certains intermédiaires. Donc on arrive à tenir à un prix qui est convenable, mais on ne peut pas être les moins chers. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le bon combat. Oui. Parce qu'en fait, derrière, on se base sur des arguments qui sont... Enfin, en fait, on vise une clientèle qui est très différente. Là où on veut quand même appuyer sur le fait qu'on fait un truc de qualité, on a des extincteurs intégrés, on est garanti 10 ans. Voilà, on fait une analyse de risque qui est absolument complète et on recertifie nos batteries comme neuves. Donc en fait, on a des batteries neuves. Oui, c'est ce qu'on appelle plus précisément la remanufacture dans le jargon de l'économie circulaire. On ne fait pas que du réemploi. On utilise une partie qui est issue de l'économie circulaire qu'on réinsère dans un système entièrement neuf. Et en fait, tout le système est certifié comme neuf. Ouais, donc du coup, on peut pas dire qu'on est, c'est pas une batterie sur le bon coin, quoi. On peut pas l'avoir à 50% moins cher, malheureusement. Exactement. On est la batterie la plus locale possible. Ouais. Qui est française. Qui est du coup française, exactement. Française dans sa conception et française dans son assemblage final. Il y a aujourd'hui encore un petit débat sur le côté labellisation. Est-ce qu'on peut s'appeler Made in France ? De mémoire, il faut que 70% de la valeur industrielle soit faite en France. Je pense qu'on n'en est pas loin aujourd'hui. Oui. On ne veut pas forcément appuyer sur ce côté label pour ne pas se faire incendier pour de mauvaises raisons. On est assemblé en France, on est la batterie la plus locale possible. Et voilà, on communique sur le fait que voilà, notre usine elle est à côté d'Aix-en-Provence aujourd'hui. Nous, on est basé à Paris, on a notre atelier à Montreuil et les installateurs sont locaux, quoi. Ouais, ça fait vraiment une économie qui est territoriale finalement. Exactement. Et parce que c'est vrai qu'on le dit, les Chinois, ils ont quand même une grosse force de frappe industrielle sur cette partie, mais il y a aujourd'hui aussi cette notion de transport qui est de plus en plus impactée. On demande d'avoir des produits bas carbone, etc. Enfin, nous, dans le solaire, c'est ça en tout cas. Donc, j'imagine que là-dessus, c'est une belle force pour Revolti d'être entièrement français. Et merci. Ouais, non, c'est clair. Sur le côté carbone, ça aussi, quand on discute avec des gros groupes qui ont un peu cette démarche RSE qui devient de plus en plus importante, nous, en fait, ce qu'on met en avant, c'est que sur nos batteries, on est quasiment à 80% de CO2 en moins. Sur l'analyse de cycle de vie par rapport à une batterie batterie sortie d'usine à l'étranger. Grâce à l'économie circulaire. Ok. Donc et est-ce que la question simple, mais plutôt sur les batteries, est-ce là tes batteries, du coup, donc tu refais une seconde vie sur les batteries, ensuite, elles vont avoir une fin de vie. Ouais. Là, elles vont plus pouvoir être. C'est quoi la troisième vie, quoi. C'est ça, c'est quoi la troisième vie ? Est-ce que tu as une notion de ça justement ? Comment on gère ça ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est le règlement batterie, donc c'est un règlement qui a été rédigé par l'Union européenne, qui ensuite est censé se retranscrire en plein de lois dans chacun des pays. Et en fait, il y en a une d'entre elles qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs, la REP, qui oblige tout fabricant de batterie, une fois qu'il met sur le marché une batterie, à gérer aussi la fin de vie quand elle aura lieu. Donc qu'elle ait lieu au bout d'un an ou qu'elle ait lieu au bout de 15 ou 20 ans, faut que ce fabricant-là ait mis en place des solutions pour que les déchets de ces batteries-là soient gérés. Et en fait, aujourd'hui, on travaille avec des éco-organismes qui vont justement, en fait, dès à présent, on a un contrat avec eux au moment où on va mettre sur le marché nos batteries. C'est ce qu'on appelle un peu l'éco-participation, comme tu peux avoir sur des produits chez Darty ou à droite à gauche, qui fait qu'en fait, tu as cotisé pour payer cet éco-organisme pour qu'un jour, il te récupère ta batterie. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Et ensuite, la troisième vie en général de notre système, c'est le recyclage. Le recyclage au sens de vraiment broyage de la matière. Et on va extraire le lithium, on va extraire le fer, enfin tous les métaux qu'il peut y avoir, avec des procédés chimiques en général assez coûteux. C'est pour ça que coûteux énergétiquement et coûteux économiquement. C'est pour ça qu'on évite le recyclage par défaut. Et si on peut le donner une seconde vie avant ou réparer, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Au moins lui donner vraiment sa vraie fin de vie. Voilà, exactement. Et au bout des 15 ans, 20 ans que la pile mérite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. T'estimes combien de temps la durée de vie d'une batterie, justement par exemple, les batteries que tu conçois, comme elles sont neuves, de toute façon, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, en fait, on a pas mal de retours sur, par exemple, les batteries de Zoé, qui existent depuis un petit moment déjà. C'est vrai. Et en fait, ces batteries-là, on voit qu'il y a eu des très bonnes surprises sur leur durée de vie, qui circulent encore, par exemple. Donc, on sait qu'aujourd'hui, une batterie au lithium, il y a différentes chimies, mais pour faire simple, elle peut durer largement 15 ans.
Ok. Voilà. Nous, on les garantit 10 ans parce qu'on a quand même assez peu de recul. Et en fait, c'est déjà garantir 10 ans un produit, c'est des garanties longues. Pour une startup, c'est pas évident non plus. Juste, on s'aligne par rapport aux standards du marché. Certains dans le marché proposent 15 ans de garantie. Voilà, la garantie, c'est pas exactement pareil qu'une durée de vie. Forcément, tout comme notre électroménager ou nos téléphones, ça dure beaucoup plus longtemps. Bien sûr. Voilà. Après, avec les piles au lithium, c'est des garanties qui sont très longues parce qu'on est sur un marché de la garantie. Mais on sait que ça dure 15 ans, quoi, facile. Ouais, Et ok. idéalement 20, parce qu'on parle de 6000 cycles. À compter de 1 cycle par jour, tu fais aller à la louche 300 cycles à l'année, Ouais. tu peux théoriquement tenir 20 ans. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, on est dedans. C'est vrai Voilà, dans c'est les calculs. les ordres de grandeur. C'est ça, Mm. ok. Donc ouais, 15-20 ans, une durée de vie de batterie, c'est Ouais. pas déconnant, quoi. Exactement. Ce qui est pas mal. Encore faut-il avoir aussi le recul et on va dire tous les tests en laboratoire qui sont fiables, parce que faire des tests pendant 15 ans, c'est pas évident. Donc tu fais des dégradations accélérées, tu essaies de jouer là-dessus, mais voilà. On sait que ça dure longtemps. Ouais. Alors là, est-ce que ça dure 12 ans et demi ou 18 ans on ne sait pas encore aujourd'hui, mais on fait tous les tests aujourd'hui nécessaires pour prolonger au maximum dans tous les cas. Puis ça dépendra de chaque utilisation, chaque environnement. Ouais. Enfin, c'est comme les panneaux solaires, pour le coup, en étant dans la partie, on a beaucoup de belles surprises aussi sur la Oui. durée de vie du projet, la durée de vie du panneau, etc. Voilà, maintenant, ils sont garantis 40 ans, les panneaux. Ouais, c'est C'est incroyable. fou, ouais. C'est incroyable. Il y a une évolution là-dessus qui est assez dingue. Et est-ce que, justement, comme tu es dans la partie, est-ce que selon toi, on risquerait un jour de manquer de lithium? Alors, dans tous les cas, on est dans un... pour ne pas citer Jean Covici, mais on est dans une planète finie, avec des ressources finies, limitées. Donc, par définition, tout comme le pétrole, j'ai cru comprendre qu'on avait passé le pic d'abondance du pétrole il y a quelques mois ou quelques années. Il y en aura de moins en moins. Donc, il faut quand même se tourner vers une limitation de l'exploitation de nos ressources. Évidemment, on est sur un monde qui progresse et qui se développe quand même à vitesse grand V. Donc, on a aussi besoin d'énormément de ressources pour transitionner, pour cette transition énergétique. Donc, d'un côté, j'ai un discours un peu paradoxal qui est il faut développer les ENR, il faut développer aussi le stockage par batterie parce que ça réduit les effets négatifs des ENR et ça permet de mettre en avant les ENR par rapport aux énergies fossiles. Ouais. Donc, ça, c'est essentiel. Mais de l'autre côté, il faut quand même regarder un petit peu tout l'impact qu'on a et ne pas exploiter ou ouvrir des mines un peu bêtement à droite à gauche sans avoir réfléchi à quoi réellement ça va servir, parce que sinon la surconsommation arrive vite, quoi. Il y a un peu des effets rebonds à droite à gauche qui font que nous on est convaincus de notre combat, et le lithium, on voit que la bourse du lithium elle évolue parce que ce soit en fait plutôt des enjeux géopolitiques finalement que d'existence des ressources, parce qu'on peut imaginer demain un monde idéal où le recyclage dans 10, 15 ans, peut-être 20 ans, sera assez mature pour remettre sur le marché du lithium qui n'a pas été extrait. On peut supposer ça. Après, en fait, juste dans 20 ans, on aura consommé peut-être 10 fois plus de lithium que ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc on en aura aussi exploité énormément plus. Bref, un moment, peut-être que ça finira par cycler. Mais bon, c'est un monde utopiste dans lequel il ne faut pas croire aujourd'hui, sinon ça nous permet de tout faire. Et la bourse de ces matières premières nous démontre que ce n'est pas si évident que ça. Ouais. Et on se rend compte que les gisements ne sont pas infinis, quoi. Il peut y avoir... Et c'est le cas sur du lithium comme sur n'importe quel métal. Ouais. Donc il faut faire gaffe. Ok. Ouais, je vois. Est-ce que tu as notion, c'est une question plus simple, il y a toujours des on-dit dans les secteurs. Moi, j'en ai entendu énormément dans le solaire. Est-ce que dans le solaire, par exemple, les panneaux, ils sont pas recyclables. Voilà. Il y avait ce sujet à l'époque. Aujourd'hui, on le sait qu'ils sont recyclables à 95%, etc. De le même principe que la batterie, finalement. Est-ce que dans la batterie, il y a des choses comme ça que tu entends et qui peuvent même parfois t'agacer parce que, en fait, c'est récurrent, quoi. Et les gens n'ont pas encore compris que ce qui est dit est faux. Alors le plus gros on-dit, en fait tous les on-dit ont une part de vérité quelque part. Donc il faut aussi prendre tout ça avec des pincettes. Mais je pense que ce qui nous dessert le plus aujourd'hui, c'est la communication qui est faite sur les incendies des feux de batterie. Enfin sur les feux de batterie de manière générale. Ouais. Que ce soit des feux liés à des voitures, des trottinettes qu'on peut voir à droite à gauche. Oui. Et donc en fait, on se rend compte que même les batteries au lithium, à juste titre parfois, font peur.
En fait, elles font peur. Ça fait vraiment peur de mettre une batterie au lithium dans sa maison. Les assureurs, donc l'assurance habitation, il y en a une sur deux aujourd'hui qui n'acceptent pas une batterie au lithium parce que ça fait peur. Pour autant, elles vont accepter une trottinette au lithium dans le garage, alors qu'elle a 10 fois plus de chances de brûler que notre batterie. Donc il y a un peu cette incohérence aussi, parce qu'on a des chimies de batterie qui sont légèrement différentes, qui font que nous, on est vraiment sur la chimie aujourd'hui la plus safe de batteries rechargeables industriellement matures. C'est ce qu'on appelle la chimie LFP, lithium fer phosphate, qui est une des chimies les plus connues parmi les chimies lithium-ion. Ouais. Et mon point, c'est plutôt que, en fait, il va toujours avoir ce côté de promotion de l'énergie fossile par certains acteurs qui vont un peu pousser regardez, les batteries au lithium, ça brûle, c'est super dangereux, ne les mettez pas, attendons que la transition se fasse, alors que la transition, il faut la faire maintenant, quoi. En fait, toutes les solutions sont déjà à notre disposition. Aujourd'hui, il y a même plein de solutions préventives et curatives vis-à-vis de l'incendie. Oui. Préventives dans le sens où nous, on capte énormément de données de température, de tension sur les cellules, les piles au lithium, qui font qu'en fait, on peut prévenir assez facilement d'un risque de court-circuit ou d'un risque d'emballement thermique. Ça se prévoit aujourd'hui. Et il y a en plus de ça un extincteur intégré dans nos modules, qui est un peu la dernière lame. Après, le risque zéro n'existe pas, mais sauf erreur de ma part, on parle presque de partie par million en termes de proportion statistique, ce qui est très faible. Et en fait, il suffit que les journalistes fassent de la communication sur l'incendie qui a eu lieu avec une batterie pour que ça prenne de l'ampleur et ça fasse peur à tout le monde, alors que c'est dommage parce qu'on a besoin de ce genre de technologie, quoi. Et bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais par contre, il faut faire aussi gaffe à la qualité des batteries qu'on utilise. En fait, la probabilité d'avoir des incendies dépend aussi du fournisseur. Si on prend une batterie pourrie sur AliExpress, honnêtement, la probabilité de feu est 100 fois plus élevée que de le faire avec une batterie un peu plus qualitative qui a passé toutes les normes nécessaires, quoi. Bien sûr. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi parfois mettre peut-être un peu plus l'argent dans la qualité de la batterie et la sécurité. Mais au moins, tu es sûr. Et là, il n'y a aucun risque, quoi. Bah oui, je comprends que ça, c'est d'ailleurs peut-être un sujet que les gens, le grand public en tout cas, ne comprennent pas suffisamment. Mais il y a beaucoup dans beaucoup de domaines, on a ces sujets-là. Les voitures, c'est pas sans risque, et pourtant on les utilise tous les jours. Enfin, il y a tellement de sujets. Les ordinateurs, c'est pas sans risque de tomber en panne, et pourtant on l'utilise tous les jours aussi. Donc il y a même des risques d'incendie avec de l'électroménager. Oui, ok. Qui est connu aussi dans le milieu. Quand j'ai travaillé avant dans le gaz, on disait le gaz c'est dangereux, etc. En fait, les incendies démarraient bien souvent à cause de l'électroménager. Ouais, mais après, c'est toujours le départ de feu, en réalité, viendra quasiment jamais de la batterie ou du gaz. Par contre, ça va l'amplifier. Donc il y a quand même cette notion-là à juste titre, justement, de pas d'avoir peur des batteries, mais juste de mettre en place les solutions suffisantes, nécessaires, pour limiter les risques et de ne pas mettre une batterie à côté de ta bonbonnière de gaz, quoi. Enfin, par exemple, mais c'est des évidences, mais voilà, tu limites le risque et en fait, à partir du moment où ta batterie est bien isolée, il n'y a aucune raison qu'elle prenne feu. C'est ça. Parce qu'en plus, elle est protégée. Maintenant, le Consuel, qui est l'organisme qui va vérifier la conformité de ton installation électrique. Tout ça, c'est ultra normé en France. Je pense qu'on est le marché le plus chiant du monde pour ça, où en fait, tu vas avoir des coffrets de protection avec des disjoncteurs à droite à gauche qui vont faire en sorte que ton installation sera ultra bien protégée. Tant mieux. Voilà. Mais du coup, c'est important. Faut pas avoir peur, quoi. C'est clair. C'est clair que justement, on peut vite avoir peur de ces sujets-là, alors en vérité, il y a des risques bien plus importants qui sont dans notre quotidien. Mais le risque nul n'existe pas aussi, donc évidemment, faut en avoir conscience. Faut en avoir conscience. Et alors, aujourd'hui, justement, Valentin, comment tu vois, par exemple, une maison tout à l'heure, je te posais la question en off, mais comment tu vois la maison en 2030-2035 comment tu l'imagines? Alors, en un mot, électrifié. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la maison. Tu as le gouvernement, il n'y a pas si longtemps, qui pousse ça avec les pompes à chaleur, qui pousse ça avec, je crois, surtout les pompes à chaleur, en réalité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, qui est réelle, que ce soit au niveau du bâtiment, au niveau du transport, il faut électrifier. On se rend compte aujourd'hui qu'on est un des pays qui est le plus en surproduction d'électricité dans le monde. On exporte énormément d'électricité parce qu'on en produit trop. Là, les statistiques, j'ai vu au premier semestre, on a exporté 50 TWh d'électricité. C'est-à-dire qu'on a eu 50 TWh de surplus d'électricité qu'on n'a pas su consommer sur notre propre territoire. Tu sais à qui on exporte ?
Aux pays voisins. Ok. En fait, il y a des interconnexions entre Allemagne, la Belgique, France, l'Allemagne, ouais. et même Ok. les UK, l'Espagne, l'Italie. Ouais. Et en fait, c'est juste un marché de l'électricité qui est européen, Ouais. qui fait que ça s'achète, ça se revend. Tout comme nous, on va parfois leur acheter parce que leur électricité est moins chère. Enfin, c'est le jeu. Mais toujours est-il qu'on exporte beaucoup. Ok. Et en fait, le fait d'exporter démontre que en fait, la capacité de production d'électricité est aujourd'hui suffisante. Il faut continuer à en produire. Mais en fait, ce qui est bloquant aujourd'hui, selon moi, c'est qu'on ne consomme pas assez d'électricité. À la fois du côté des usines, tu vois, par exemple, des usines qui font chauffer des gros fours. Aujourd'hui, très difficile de les électrifier. Il y a des solutions, mais ce n'est pas évident. Et en fait, les maisons aussi. Parce que les maisons, historiquement, elles sont... alors, il y a très anciennes, elles sont encore au fioul. Sinon, tu as des chaudières à gaz. Oui. Sinon, tu vas avoir, je sais pas, du poêle à granulés. Il y a plein de solutions qui font énormément sens. Le poêle à granulés, bon, tu peux dire, ok, c'est de la biomasse, c'est un peu plus écologique. Bon, tout ça se mesure, évidemment. Il y a un argument de prix aussi, où les gens vont préférer leur feu de cheminée à allumer leur pompe à chaleur qui va consommer des kilowattheures. Soit, mais toujours est-il qu'il faut transitionner, il faut que tout s'électrifie, notamment quand tu vas avoir une voiture électrique. Dans, je sais pas, au pif, dans 15 ans, tout le monde ou la moitié de tout le monde aura une voiture électrique. Ça a bien Normalement, démarré, ouais. c'est peut-être l'ordre de grandeur. Et donc en fait, il faut à un moment la charger, cette voiture électrique. Il faut une borne de recharge. Et donc la borne de recharge, il faut que ce soit dans une maison électrifiée avec des compteurs légèrement surévolués qui vont peut-être demain produire leur propre électricité, qui vont avoir peut-être leur propre système de stockage. Et pour moi, l'avenir de la maison, au-delà de promouvoir le solaire et le stockage comme je pourrais le faire, c'est plutôt de dire qu'elle sera électrifiée et pilotée. Mhm. Électrifiée parce que on aura une pompe à chaleur réversible comme ça l'été quand il fait chaud, peut-être que voilà, ça peut être utile. On aura du coup peut-être là pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine évidemment avec La filtration, etc. une pompe électrique, une voiture électrique, tout ce qu'on peut avoir d'électrifié. Finalement, il n'y aura plus rien qui ne sera pas électrique Oui. dans la maison. Oui. Et en fait, ça fera tellement de consommation d'électricité, hein, pas d'énergie, puisqu'en énergie, ce sera à peu près équivalent. Mais en fait, on aura tellement d'électricité à acheter, à consommer, qu'il faudra les piloter intelligemment pour réduire sa facture et pour ne pas trop tirer sur le réseau aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est ça, c'est le pilotage. Et en fait, le stockage participe à ce pilotage. Et bien sûr. Parce que le stockage, c'est un peu ce tampon de vraiment, c'est littéralement cette baignoire de j'ai trop d'eau qui déborde partout, j'en mets dans ma baignoire maintenant que j'en ai trop, et ensuite j'ai plus assez d'eau qui arrive, je peux écoper et récupérer de mon réservoir, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le principe, c'est à tout moment tu peux charger, décharger ta batterie pour aider la maison ou aider le réseau, enfin dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu sais combien consomme en moyenne un foyer? Alors voilà, la moyenne aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est une trentaine de kilowattheures par jour. Ok. Je pense 30, 50, ça dépend de la taille de la maison. Plus elle est électrifiée, plus elle va consommer, forcément. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est aujourd'hui un radiateur, par exemple, comme je vois là-bas, qui est en mode grille-pain ou les radiateurs un peu classiques, c'est 1 à 2 kilowatts de puissance en instantané. Ok. Donc l'équivalent d'une maison normale, c'est comme si ce radiateur-là tournait à plein gaz pendant 15 heures. Ok. Ce qui fait à peu près la consommation d'une maison, parce qu'en fait, elle va avoir des pics, à tout moment, elle va arrêter de consommer, parce que normalement, on n'allume pas le radiateur pendant toute la journée, mais il y a le frigo, il y a le congélateur, il y a toutes ces choses-là. C'est ça, puis on arrive à la maison, il va y avoir l'éclairage, on va commencer à cuisiner, on a les plaques électriques, enfin, c'est ça. Tout dépend de ce qu'on a aussi dans la maison, mais c'est vrai que j'avais calculé en moyenne il y a quelques temps, mais j'avais environ 10 000 kWh par an sur un foyer. C'est l'ordre de grandeur, du coup, c'est à peu ouais. près 30 par jour, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. À peu près. Oui, c'est ça, c'est bon, on est bon. 30, oui, c'est ça. On est bon. Je fais le calcul aussi dans la tête, mais on est bon. Ok. Et pour toi, est-ce que tu penses qu'il va justement y avoir une prochaine révolution énergétique? Est-ce qu'il va y avoir un gros boom, un gros changement? Tu parlais d'électrification, justement. Ça, c'est quelque chose qui doit être évident. Mais c'est évident. C'est ça. Ça va venir. Ouais. Ça vient plus lentement, je pense, que ce que les gens avaient prévu. Ouais. Même le parce gouvernement. qu'il y a certains freins. Mais pour moi, l'avenir, il est à la flexibilité. En fait, aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas. Déjà, j'ai pas envie de promouvoir de nouvelles technologies. Non. Parce qu'on n'en a pas besoin. On a déjà tout ce qu'il faut. Et en fait, être un peu techno-solutionniste nous fait un peu refuser les solutions qu'on a aujourd'hui, ce qui n'est pas ce que j'ai envie de pousser.
On a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour avoir une transition efficace, rapide, à la fois territoriale et mondiale, selon moi. Mais du coup, je pense que l'avenir, il est plutôt dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le pilotage et ce que je peux reformuler comme flexibilité. Flexibilité, être flexible localement, donc faire des arbitrages à droite à gauche sur tous mes appareils. Toi, tu t'allumes pas parce que j'ai envie de consommer pas trop. Bref, c'est une flexibilité locale avec tous tes appareils connectés, parce que demain, tous les appareils seront connectés et pilotables. Et il y a aussi cette flexibilité à l'échelle du quartier, de la région, de l'État et de l'Europe, qui va être d'avoir des arbitrages sur, ok, toi, pour schématiser, hein, mais ok, là, les usines, vous pouvez consommer, là, les maisons un peu moins, ok, j'utilise des batteries pour faire tampon, et en fait, de manière à avoir un réseau qui fonctionne parfaitement, qui n'a pas de blackout et qui n'a pas besoin d'être ultra surdimensionné pour pouvoir répondre à la consommation de tout le monde. Ouais, ok, voilà, super. Non, mais c'est bien. Mais on y est, en fait, finalement, ces solutions-là, même de flexibilité, d'un fournisseur d'électricité qui va dire, moi, je te propose une tarification sur les prix spot, donc les prix du marché de l'élec. Là, regarde, l'électricité, elle est, si tu consommes maintenant, je te donne 10 euros. Il y a ça aussi, il y a les pics négatifs des prix de l'électricité. C'est vrai. Et en fait, tu le répercutes sur le particulier, ça change tout ton paradigme, mais les solutions sont là. Donc, c'est juste du pilotage. C'est juste le fait de dire, OK, là, je veux pas. Et ça, on y est. Mais juste le marché de l'électricité n'est pas prêt aujourd'hui en France, mais il l'est déjà ailleurs. États-Unis, UK, c'est beaucoup plus mature déjà que nous. Ils sont déjà sur une certaine flexibilité, un pilotage. Complètement. Parce qu'ils ont un réseau qui est construit très différemment du nôtre. Donc, ils ont beaucoup plus ce besoin. Et aussi, ils ont beaucoup plus cette facilité administrative qu'on n'a pas forcément en France, qui fait que l'année prochaine, on teste quoi. C'est vrai que j'en parlais avec des personnes. Nous, on est quand même très bien servi en France sur le réseau. On a les réseaux qui vont RTE, du moins, qui vont partout, et que c'est super bien déployé. Mais il y a des pays, pas forcément des pays hyper développés comme les États-Unis, mais plutôt des pays, par exemple en Amérique du Sud. Il y a carrément des villages qui ont des problèmes d'électricité, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien. Voilà. Ça m'étonne pas. Eux, ils sont plus amenés à réfléchir tout de suite, à se dire comment on fait. Et la solution de batterie, ça y est, ils ont les solutions. Ils commencent à y venir. Et même sur les îles, tu vois, mais même les îles françaises, que ce soit les Antilles ou même la Réunion, sont beaucoup plus assujetties à des problèmes d'énergie et une dépendance aux énergies fossiles. Et donc, en fait, l'autoconsommation, à la fois locale dans la maison et collective à l'échelle d'un quartier, a énormément de sens. C'est ça. Mais tu penses les choses un peu différemment. Là, c'est vrai que nous, on est un pays qui est ultra interconnecté à droite à gauche. Si jamais on n'a plus d'électricité, en fait, on peut profiter des voisins pour ça. Mais voilà, faut quand même penser. En fait, faut pas non plus penser qu'à soi. Je pense qu'il faut avoir une vision collective de l'avenir énergétique, parce que si chacun pense qu'à sa propre maison, on est tous off-grid et en fait, bien sûr. Ça part en sucette. C'est pas efficace non plus. Mais voilà, faut quand même penser à la décentralisation de la production et de la consommation. Que chaque acteur... En fait, c'est un peu ce qu'on pousse aussi. C'est que tu n'es plus que des grosses centrales nucléaires comme à l'époque qui vont alimenter tout le monde, mais que chacun s'alimente aussi un peu soi-même, de manière à déjà savoir ce que tu consommes, ce que tu produis, parce qu'en fait, tout le monde joue avec son téléphone aussi. Quand tu as des panneaux solaires et que tu as une batterie, en fait, tu as une appli et tu es en mode « Ah, aujourd'hui, j'ai consommé 32 kWh, c'est un peu moins qu'hier, trop bien, un champion. » Et en fait, tu as cette notion-là de compréhension du marché de l'énergie et de ce que tu consommes, qui est ultra saine aussi. C'est vrai. Qui te fait économiser, qui te fait peut-être être un peu plus sobre, parce qu'en fait, l'électricité, c'est quand même ton argent. Et voilà. Et en fait, tout ça va faire que ça va devenir un sujet, je pense, je l'espère, un peu plus connu de tous, quoi. Plus piloté, plus flexible. Et, c'est vrai que les gens s'approprient beaucoup plus. Avec un peu plus de responsabilité et moins dans l'abondance, comme on a connu. On est sur une époque où on est un peu plus sur la responsabilité que l'abondance qu'on a connue dans les années 80, ou même un petit peu plus tôt, quoi. Ok, super. Écoute, on va faire un petit exercice. Un vrai ou faux. Un vrai ou faux, ou ça dépend. Tu peux. C'est la carte de joker. Voilà, c'est vraiment si tu le ressens, il faut pas hésiter. Donc vrai ou faux. Les voitures électriques polluent plus que les thermiques. C'est faux. Ok, très bien. T'as une réponse à apporter là-dessus? Alors, je me renseigne un peu. Je ne sais pas si j'ai l'infographie en tête. De toute façon, ça dépend évidemment de la capacité de stockage de la batterie. L'ordre de grandeur que j'avais, c'était sur l'analyse de cycle de vie. C'est entre 2 et 5 fois moins polluant sur à peu près 200 000 km une voiture électrique qu'une voiture thermique. Ah oui. Donc, tu as déjà un peu de chiffres. Il y a une infographie Bon Pote qui est très bien faite là-dessus, que je recommande de lire. Ouais, super. Parfait.
Alors, vrai ou faux? Les panneaux solaires ne fonctionnent pas en hiver. C'est faux. C'est faux. En fait, ouais, c'est même ultra faux. Ce serait dommage que les gens pensent ça. Et ça fonctionne même avec des nuages. En fait, ils vont moins produire. Ça, c'est vrai, parce que déjà, il fait jour de 9h à 17h. Donc forcément, il y aura moins d'heures. Et l'inclinaison du soleil fait que ce sera un peu moins performant aussi pour les panneaux. Ouais. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est la saison de l'hiver. Pour autant, on va quand même avoir du soleil et cette production dès qu'il y en a. Ouais. Même s'il y a des nuages, même en plein hiver, même s'il neige, on va avoir toujours un minimum de production. Ouais, c'est ça. Mais ce ne sera pas en plein été, plein cagnard. D'ailleurs, attention au plein cagnard, plus il fait chaud, plus les panneaux solaires perdent en performance. C'est vrai. Ils ont un seuil de 25, à partir de 25 C'est degrés. ça, ou après, il reste toujours efficace. Et c'est un peu paradoxal que le panneau solaire fonctionne moins quand il y a trop de soleil. Mais faut le savoir aussi, quoi. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et il manque plus que la nuit. Il manque plus que la nuit. Et d'où le stockage. D'où le Et stockage. c'est un peu l'histoire qu'on va raconter, c'est que quand tu as une batterie, en fait, tu utilises ton énergie solaire toute la journée et la nuit, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Vrai ou faux? Les batteries sont mortes après 10 ans. Bah faux. Bah, Du coup, on a répondu tout à l'heure. voilà, déjà, exactement. Je pense qu'il y a quand même plein de types de batteries. Batteries de téléphone, d'ordinateur n'ont pas du tout la même durée de vie que des batteries stationnaires dans une maison ou de voiture, Bien parce sûr. que c'est pas la même chimie, c'est pas la même technologie et c'est pas le même usage. Bah, bien sûr. Donc je parierais pas sur le fait qu'une batterie d'ordi tienne 10 ans, pour le coup. Ouais. Mais les nôtres et celles des voitures, il n'y a pas de débat, quoi. Très bien. Vrai ou faux? Pareil, je connais la réponse, mais les batteries finissent toutes à la décharge. Alors, honnêtement, tu m'aurais posé cette question-là il y a 10 ans. La réponse aurait été probablement oui. Ouais. Aujourd'hui, fort heureusement, on a une filière européenne, française et européenne, qui est en train de se construire pour éviter ces absurdités-là. Ouais. Et en vrai, dans batterie, il y a batterie et batterie. En fait, je pense que les gens confondent les piles, les piles alcalines, les batteries au plomb et les batteries lithium-ion. Ouais. Ce sont trois chimies, usages complètement différents. Et pour autant, les batteries plomb, on les voit beaucoup dans les décharges. Sinon, tu peux les régénérer, mais c'est une technologie qui est encore peu utilisée aujourd'hui. Les batteries alcalines, bon, elles sont mises devant chez Darty, quoi, Ouais. ou à la Fnac. Et la troisième, qui sont les batteries au lithium, je pense que certains, par réflexe, les ont jetées à un moment ou un autre, ont fini à la poubelle et Ouais. donc à la décharge. Mais aujourd'hui, il y a des filières qui les récupèrent. Ok. Ouais. Bon, écoute, ça c'est très bien parce que c'est vrai que on a des croyances là-dessus qui sont des croyances limitantes malheureusement, mais des croyances sur ces sujets où effectivement on voit cette image des batteries stockées dans les décharges, alors qu'en vérité, bon, ça dépend. Déjà, comme tu dis, du format de la batterie. Oui. Mais heureusement, il y a des gens qui recyclent. Heureusement. Heureusement. Vrai ou faux? On va manquer de lithium. Ça dépend. Ah ouais, elle est pas facile. Par principe et philosophie de vie, je te dirais oui. Parce que c'est vrai. Juste aujourd'hui, on se rend compte que ce ne sera pas le cas dans les 3-5 prochaines années, quoi. Ouais. En fait, on est sur une surproduction monumentale et en même temps, on a besoin des batteries. Du coup, je ne sais pas dans quelle mesure on veut limiter aussi ces choses-là. Mais il faut faire vachement attention, quoi. Vrai ou faux? Tout le monde aura une batterie chez soi. C'est une bonne question. Alors, en fait, c'est faux. Parce que tout le monde n'aura pas de panneaux solaires chez soi ou de batterie, parce qu'il y a des toitures qui ne pourront pas accepter le poids des panneaux. Pour autant, je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup. RTE et l'ADEME, je crois, à l'époque, tablaient sur 3 millions de foyers en France en 2030. C'était l'ordre de grandeur. Okay. De panneaux, pardon. De panneaux, donc nous, on peut essayer de mettre des batteries chez chacun d'entre eux. Ouais. Ça n'a pas du sens pour tout le monde, donc on n'en aura pas partout, mais on en aura forcément beaucoup. Tu t'imagines à peu près le pourcentage justement de se dire le marché, pas forcément que toi, mais le marché globalement, au niveau des batteries, ça pourrait arroser combien de pourcentage de gens qui ont des panneaux solaires? Ouais, ça de ce qu'on avait vu, en fait, il y a à la fois le marché français où il y a 3 ans, c'était 2% des gens. Ouais. Peanut, rien ouais. Parce que les batteries étaient trop chères. Depuis le début de cette année, on est sur 20-25% des installations solaires quand même pas mal. Résidentielles, ce qui est quand même beaucoup mieux. Ouais. On est vraiment sur une pente assez immense. Et en Allemagne, c'est 70% des nouvelles installations solaires. Le taux d'intégration en Allemagne est beaucoup plus intéressant parce que le prix de l'électricité leur est beaucoup plus cher. Oui. Et donc en fait, c'est beaucoup plus rentable. Tout le monde met une batterie parce que c'est évident. Parce qu'ils ont peut-être moins peur de la batterie que nous. Et parce qu'en vrai, tout le monde en met, donc j'en mets.
Voilà. Donc on pourrait tendre vers ce taux-là d'intégration. Tout dépend du prix de l'électricité, à quel point il évolue. Voilà. Plus il est cher pour les gens, plus c'est intéressant de mettre une batterie. Bien sûr. Mais en même temps, dommage que les gens payent plus cher leur électricité. Mais bon, ça les pousserait à être plus résilients et plus autonomes. Complètement. Aussi. Enfin, voilà. Complètement. Et justement, vrai ou faux, l'électricité coûtera beaucoup plus cher? Les modèles prédisent que oui. Là, on va avoir une légère augmentation, j'ai vu en août, de 2,5% en plus, qui a été annoncée. Il y a eu une baisse il n'y a pas si longtemps qui contrebalançait un peu cette augmentation systémique qu'on a connue depuis 10 ans. Mais à la fois le mix renouvelable et à la fois le fait qu'on consomme plus, que le réseau se modifie, qu'on ait plus en plus de conflits géopolitiques, font que en vrai le prix de l'électricité il va augmenter parce qu'en fait on va se séparer de plus en plus des parcs nucléaires qui rendaient le truc super stable où personne consommait de l'électricité, donc c'était simple. C'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il va augmenter. Je sais pas dans quelle proportion, mais il devrait augmenter. Bon, ça fait des décennies que de toute façon ça augmente petit à petit. Il y a des vagues, des moments où ça baisse. Ça, à la petite échelle, on voit qu'il peut y avoir des grosses des dents de scie, mais sur des décennies, on voit bien que la courbe elle est grimpante. C'est ça, et c'est ultra rentable aujourd'hui d'installer des panneaux solaires, donc faut pas hésiter, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est panneaux solaires, ultra rentable. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a de ça 20 ans, c'était encore des prix qui étaient assez élevés. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, on y pense de plus en plus. Les nouvelles maisons qui sont construites ou les bâtiments, ils ont quasiment pensé à mettre du panneau solaire si c'est pas déjà le cas. Et voilà, pour diverses raisons, pour la valeur de la maison ou autre, ça a plein de bénéfices, quoi. Super. Bah écoute, Valentin, on a fait le tour. Trop bien. Tu vois, on a terminé par le vrai ou faux qui était très sympa. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, à ton partage justement de tout ça, de ta vision de Revolty, de cette création, parce que ça va être important aussi pour le marché français, ça il faut l'appuyer. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions en commentaire, à aller chercher un peu des informations sur Revolty, à aller vous renseigner, posez vos questions, je sais que je prendrai soin de regarder tous les commentaires et d'y répondre. Valentin, s'il peut, en tout cas il le fera aussi sûr. Éventuellement, sinon j'irai lui demander s'il peut avoir un peu de temps pour répondre. Mais en tout cas, grand merci à Valentin pour ton passage au studio, pour ce partage de toute cette énergie, justement. Et puis, on pourra se revoir à l'occasion, toi ou Mathilde d'ailleurs, qui peut être aussi de passage chez nous. Donc, avec grand plaisir. Trop bien. Merci encore pour l'invitation. Super. Merci Valentin. Allez, à bientôt. À bientôt.